Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, Moi, ça va super bien. Je suis content de ce rendez-vous du mardi euh, qui a lieu lundi. Euh, Tout simplement parce que demain, je vais voir une pièce de théâtre autour de. Alors, ça s'appelle Le Voyageur insomniaque, Sandro Penna. Et donc, c'est mis en scène par Pierre Lepory. J'ai mis le truc là. C'est mis en scène par Pierre Lepory et c'est au 221 à Lausanne. Si vous êtes dans le coin de Lausanne, n'hésitez pas à venir. Et voilà, donc j'ai décalé le Twitch qui a lieu d'habitude le mardi à 20h. Mardi de la semaine prochaine, ça devrait jouer. Et voilà. Je suis content d'être là. Et puis, je sais pas si vous avez fait des belles lectures cette semaine. Moi, j'ai progressé dans certains bouquins que j'avais commencé. Euh, et puis, j'ai des belles rencontres. Des belles rencontres. Aujourd'hui, j'ai rencontré Caroline Ledoux, avec qui j'avais fait un atelier de bruitage. Et c'était vraiment chouette. On a parlé de plein de choses et on s'aperçoit que les univers, euh, les univers se croisent. Et, euh, et voilà, donc ça c'était génial. Euh, alors, je vais commencer par un poème de Marcel Béalu. Voilà, donc Marcel Béalu, oh là. C'est poème 1936-1960. Et c'est un texte. En fait, j'ai relu pas mal de poésie ces jours derniers. Je sais pas, j'avais un besoin d'entendre de la poésie. Bonsoir Sonia. Mais Sonia, je t'ai vu. J'ai vu tout à l'heure sur. Il me semble, je me suis pas trompé, sur Facebook que tu étais à la journée de la lecture ou. Euh, il me semble, je me trompe peut-être, mais c'est bizarre. Je te vois là, je suis vachement content. C'est super. Et on va commencer par les airs pour Mariouchka. Chaque feuille de l'arbre est un poisson vivant. Chaque mot frétillant sous ma tempe, un oiseau. Un oiseau chante aussi, clé de voûte à tes cuisses. Mon désir y rêvant se fait poisson volant. Mariouchka, mon chat sauvage, mon doux renard roux, ma tourterelle. Bête à bon Dieu, mon oiselle, mon pain au lait, mon arbre en cœur. Trésor et beauté du monde, mon tout, ma vie, ma douceur, chatte, ma brebis, ma sœur, mon agnelle, toute blonde. Lisse comme un œuf dur, frais sorti de sa coque, souple comme un goujon, dur comme un bourgeon, et belle à fendre l'âme, toi fendu où il faut, peut-être sans défaut. Je t'aime à l'endroit, à l'envers, en long, en large, en profondeur, à tout instant je perds mon cœur, au creux que tu creuses dans l'air. Tes genoux versent le miel de la terre et son langage, tes mains sont des coquillages qui contiennent tout le ciel. Et ton sein nu au bout revêche, comme la pêche, qu'on nomme téton de Vénus. Oh, merci de m'avoir donné, mon Dieu, des mains pour la toucher, une bouche pour la baiser et des yeux pour la regarder. Je l'aime tant. Je l'aime tant que l'instant emporte le temps. Je n'ai plus que le souci d'elle. Mon amour me donne des ailes. Mon amour m'attache au présent. Oui, c'est ça, les nuits de la lecture à la clinique pour les patients. Voilà, Marcel Béalu, poème. Ouais, ah bah c'est génial. Écoute, je pensais pas te voir. Je t'ai vu avec un masque et puis donc je pense que c'était un patient qui était en train de lire de la poésie. Donc c'est sur ton Facebook, sur le Facebook de Sonia. Tu peux donner la référence de ton Facebook au cas où s'il y a des gens qui veulent aller voir ce que tu fais. Mais voilà, je trouve ça génial, génial de profiter de son travail, qui n'est pas un travail directement culturel pour promouvoir la poésie. C'est génial. J'étais très touché par ce poste. Voilà. Et puis ravi aussi que tu sois parmi nous. Ok. Aux éditions des Voix de Garage,
dont je vous ai parlé, puis maintenant qui sont pas mal en Suisse en fait. Il y a pas mal de librairies indépendantes qui ont maintenant Daniel Maximin. D'accord, je ne connais pas du tout. Je note, hein. Je note. Daniel Maximin, d'accord. Et c'est lui qui lisait, hein, je pense. Et il lisait ses poèmes, hein. C'est chouette ça, c'est super. Je vais regarder. Et oui, donc je vous disais, les éditions des Voix de Garage, bah maintenant il y a quelques librairies indépendantes en Suisse qui les ont. Et là, je vous propose les poèmes retrouvés de Jean-Colin Damien. Donc, pour info, Voix de Garage, c'est toujours des ouvrages en typographie qui sont faits. C'est un immense poète. Alors, il faut que je le rencontre, que je connaisse ses écrits. Je vais vraiment fouiller. Si tu as des références, n'hésite pas, Sonia, à me mettre les références. Et voilà, ça a été composé au plomb mobile. Et il y a un tirage limité à 450 exemplaires numérotés sur une presse Vandercook type 4T. Roustille. Le caractère d'un visage dessiné ne dépend pas de ses diverses projections, mais d'une lumière spirituelle qu'il reflète, si bien que deux dessins du même visage peuvent représenter le même caractère, bien que les proportions de ces deux dessins sont différentes. Dans un figuier, aucune feuille n'est pareille à une autre. Elles sont toutes différentes de forme cependant, chacune crie figure. Si j'ai confiance en ma main qui dessine, c'est pendant que je l'habituais à me servir, je me suis efforcé à ne jamais lui laisser prendre le pas sur mon sentiment. Je sens très bien laquelle paraphrase, s'il y a un désaccord entre nous deux, entre elle et le je ne sais quoi en moi qui pensait lui être soumis. La main n'est que le prolongement de la sensibilité et de l'intelligence. Plus elle est souple, plus elle est obéissante. Ah ouais, je veux bien que tu m'envoies sa bibliographie, mais je vais regarder juste après le Twitch sa bibliographie. Voilà. Après, de Sawad Labise, enfiler la chemise de l'aïeul. J'ai trouvé ce texte extraordinaire. C'est c'est un petit bouquin qui est en bilingue, donc arabe-français. L'invention des désirades chez Point. Super, j'adore qu'on me donne des références comme ça. Si vous avez des références, n'hésitez pas à me les donner. L'invention des désirades, c'est beau ce titre en plus. C'est de la poésie. L'invention des désirades. Chez Point. Ok, merci Sonia. Ah, j'adore. Et donc, Sawad Labise a vécu à Alger et à Tunis avant de s'établir à Toulouse. Elle est l'autrice de recueils de poésie, Une échelle de poche pour atteindre le ciel, aux éditions Almanar, Je rends grâce à l'arrobase, édition Écrit Neuf, tous deux avec la complicité du peintre Ali Silem, Brouillon amoureux aux éditions Lisière, comme celui-ci est aux éditions Lisière également, Je franchis les barbelés, édition Bruno Doucet, et Récit, enjamber la flaque où se reflète l'enfer, aux éditions du 9e, où j'aurais voulu être un escargot, édition Lisière, et Glisser nu sur la rampe du temps, aux éditions Blast. Elle est également traductrice littéraire. Et en fait, celui-ci est traduit en arabe par Dia Boussaïdi. Je vais vous lire quelques extraits. Petit poussé, j'émiette les mots lucioles, conduis mes 7 solitudes loin du lit de l'ogresse. Quand je serai petite, j'irai sans crainte des souvenirs à venir. Tu disais à la maternité,
Les femmes accouchent des langues maternelles, les mots prématurés peuplent la couveuse, des bulles de leurs rêves. J'ai su que mes mots pressés de naître projetaient carrière dans une coque transparente. Tu n'as pas dit que grande, je serais de celles qui glanent les syllabes orphelines, échappées à la moissonneuse, moulées de nouvelles incisives pour le bec édenté du langage. J'adore cette poésie, c'est vraiment... je trouve ça très très beau. Le bouquin est splendide en plus. Tu disais, Alger parle seul à son reflet d'azur, celle de l'autre rive égoutte le bleu de ses mots, accoudés au spleen des départs. Et un petit dernier. Et je vous invite vraiment à acheter ce bouquin. Tu disais, méfie-toi du drapeau. L'hymen national est cousu au dos. Voilà, donc enfiler la chemise de l'aïeul de Souad Labise. Voilà, aux éditions Lisière. Ah, ça me fait plaisir d'être là, puis de parler de poésie, de parler de... Ah oui, je vais vous... des différentes choses que j'ai lues chez les personnes que j'ai rencontrées. Et entre autres, j'ai avancé dans le Anne Sexton, Tu vis ou tu meurs, aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, œuvre poétique 1960-1969, traduit de l'anglais par Sabine Wynne. Je vous en ai parlé, et je vais vous lire ce texte qui est splendide. Je suis content, j'arrive à la page 180 tranquillement. Vraiment, comme ça glisse, c'est d'une beauté. Ok, merci Sonia. C'est d'une beauté incroyable. Alors, la bibliographie, je la mettrai sur mon site. Vous avez, au tout début, vous avez le lien. Et donc, demain, avec la vidéo qui sera sur YouTube de ce soir, il y aura les références de ces livres. Comme ça, vous pourrez aussi découvrir qui est Daniel Maximin, ce qu'il a écrit. Et puis, je me réjouis de découvrir. Vraiment, c'est super. Merci beaucoup. Et donc, Anne Sexton, donc une grande poétesse totalement inconnue, ce qui est assez fou. Écoutez ça. Des portes, des portes, des portes. Vieil homme. Vieil homme, à quoi bon grimper ces 4 étages? Ta chambre est à peine plus grande que ton lit. En ânant, tu te hisses, comme gravé dans le bois sombre, courbé sur la fine rambarde et les marches usées. La chambre fera l'affaire. Tout ce qui reste de ta vie d'avant est entassé sur des étagères du sol au plafond, comme dans un supermarché. Tes livres, ta femme morte, bien replète dans son cadre lustré, le bol de cornflakes coagulés s'affaissant dans leur lait concentré, ta plaque chauffante est ton seul luxe, un téléphone. Tu laisses la porte ouverte, traînant dans de la soie bordeaux et souriant aux autres locataires solitaires. Pas si solitaire que ça. À travers le mur vétuste, on entend la fille qui vient voir le type d'à côté. 2 fois par semaine, pendant l'heure du déjeuner, il s'arrête sur le pas de ta porte pour jeter un œil dans ton monde. Ils parlent tristement, comme si le vin qu'ils apportent allait tourner, ou comme si le matelas ne les garderait pas recroquevillés, ensemble, outrageusement jeunes dans leur étreinte serrée. Vieil homme, tu es leur père tenant salon dans l'entrée miteuse, en attendant que leur réveil ne sonne et les dénoue. Tu débouches le quart de cognac mis de côté, tu scrutes les petits caractères de l'annuaire téléphonique.
le téléphone posé sur tes cuisses et tout ce qui reste de ton nom de famille. Comme un prince Romanov, tu demeures le même dans ton alcôve au bout du couloir. Naufragé, ton temps est une mer plate et continue, sans nouvelle terre vers laquelle se diriger, ni récit inédit à troquer. Voilà. Waouh, je vous en lirai d'autres, d'autres fois, parce que franchement, Anne Sexton, c'est vraiment une super découverte. Donc, Anne Sexton, Tu vis ou tu meurs, œuvre poétique, aux éditions des Femmes, Antoinette Fouque. Bon, voilà. On va passer sur un autre sujet. J'ai découvert une revue totalement incroyable. Ça s'appelle Brasero. C'est très chouette, c'est le numéro 1. Et alors, en fait, si j'ai acheté, c'était parce que j'ai vu à la fin qu'il y avait un texte sur... Alors, où est-ce que c'est? Voilà. Monte Verita, naissance difficile de la contre-culture. Donc voilà, j'avais envie de lire ce texte parce que, comme je vous ai déjà dit, je suis allé à Monte Verita. Mais il y a des trucs totalement incroyables. Entre autres, je vais vous lire un petit extrait de, je crois que c'est ça, Trotskisme et soucoupe volante, que j'ai trouvé assez génial. Il y a L'habit ne fait pas le guerriero, c'est un texte assez marrant. Écoutez, je vais feuilleter avec vous, parce que, en plus, il est splendide. Voilà. Je trouve, voilà, Trotskisme et soucoupe volante. C'est marrant. Là, voilà, la page sur Monte Verita. Là, il y a les piqueurs. Je sais pas si vous connaissez les piqueurs. Paris à la pointe des attentats. Des gens qui piquaient. Je ne connaissais pas du tout cette histoire. Alors celle-là, c'est très drôle. C'est la différence entre la cagoule et le passe-montagne. À travers, voilà, l'habit ne fait pas le guerriero. C'est incroyable ce truc. Donc là, je suis en train de la lire. Mais alors, je vais vous lire le début de ce texte qui est sous une rubrique qui s'appelle Loufoquerie. Trotskisme et soucoupe volante, par Patrick Marcolini, qui est maître de conférence en esthétique à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et qui anime à l'échappée. Donc l'échappée, c'est la maison d'édition, j'ai oublié de le dire, la collection Versus. Il est l'auteur de Le mouvement situationniste, une histoire intellectuelle, l'échappée 2013. Alors moi, les situationnistes, j'adore. J'ai plein de bouquins sur les situationnistes. C'est un mouvement qui m'a beaucoup marqué, qui me marque toujours. Et je suis très curieux de lire tout ça. Comme l'histoire de la plupart des courants politiques, celle du trotskisme est faite de dissensions conduisant parfois à la naissance de factions emmenées par des leaders plus ou moins charismatiques ou singuliers. Mais parmi elles, il y en est une qui dénote particulièrement, le posadisme. Fondé par Homero Cristalli alias J. Posadas, 1912-1981, celle-ci s'est notamment fait connaître par la publication en 1968 d'un texte au titre baroque. Les soucoupes volantes, le processus de la matière et de l'énergie, la science et le socialisme. Posadas y affirmait non seulement que les ovnis étaient bien des vaisseaux spatiaux conduits par des extraterrestres, mais que ces habitants d'une autre planète étaient nécessairement parvenus au stade du communisme défini par Marx. En effet, seule une civilisation communiste parvenue à un haut degré de développement scientifique et d'harmonisation des rapports sociaux était en mesure de trouver les moyens techniques de traverser l'univers pour venir observer l'espèce humaine sur Terre. Cet essai, qui n'était au départ qu'une mise au point dans un débat interne, a pourtant connu une diffusion internationale, alimentant même la légende du posadisme comme secte trotskiste ovni. Mais comme l'a rappelé récemment une longue enquête du journaliste A.M. Gitlitz, avant de se faire connaître pour ses positions loufoques sur les soucoupes volantes, le posadisme a joué un rôle non négligeable dans l'histoire des conflits sociaux et politiques en Amérique latine. Après une enfance marquée par la misère et une courte carrière de footballeur, Homero Cristalli, qui était issu de la classe ouvrière de Buenos Aires, avait publié dans les
avait multiplié dans les années 1930 les petits boulots de travailleurs manuels. D'abord jeune militant socialiste, il avait fini par rejoindre les trotskistes, qui à l'époque ne formaient encore qu'un mouvement embryonnaire. S'étant vu confier la tâche d'implanter les idées de Trotsky dans le prolétariat par le biais de l'action syndicale, celui qui prend alors le pseudonyme de J. Posadas se distingue par ses talents d'organisateur et devient à partir de 1947 l'une des figures centrales du trotskisme argentin. Cette année-là, il fonde en effet le PORT, Parti ouvrier révolutionnaire trotskiste, ainsi que le GCI, Grupo Cuarta Internacional, dont le nom définit clairement l'ambition, se faire reconnaître officiellement comme la section argentine de la 4e internationale, créée 9 ans plus tôt par Trotsky pour fédérer les militants bolcheviques opposés au pouvoir de Staline et reconstituer une avant-garde révolutionnaire à l'échelle mondiale. Voilà. C'est vraiment... voilà, c'est un truc... c'est complètement... je vous reprends un passage. Dans son livre, Gittitz prétend que le potentiel subversif du communisme alien de Posadas et son ouverture radicale à l'autre, perceptible dans son intérêt pour les extraterrestres et pour les animaux, cette xénophilie serait plus que jamais d'actualité à l'heure où les politiques d'émancipation doivent prendre en compte la question queer ou celle des migrants. De même, ses positions sur la guerre nucléaire et son communisme de l'apocalypse, foncièrement optimiste, seraient un antidote au pessimisme démobilisateur engendré par le spectacle de la destruction des bases écologiques de la vie sur Terre. On peut aussi voir les choses différemment. Le posadisme présente en effet l'intérêt de montrer jusqu'où peut conduire l'idéologie du progrès lorsqu'elle est poussée à son comble, le délire pur et simple. Je pense que je vais me régaler avec ce livre, voilà, avec cette revue de contre-histoire numéro 1, aux éditions L'Échappée. Et il y a toute une histoire de rubriques. Il y a Demain les chiens, science-fiction mélancolique. Il y a aussi l'histoire de Claude Chou. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est un éditeur les éditions de Chou. Il y a un article sur les foires, berceau des théâtres populaires, le temps des œillets avec les murets de la Révolution portugaise. Il y a un texte que j'ai commencé à lire, Le socialisme typographique de William Morris. J'avoue que je découvre plein de choses. Enfin voilà, petit truc assez sympa. Alors, ça, je sais pas si Jean Garamond, Image de l'homme immobile. Donc ça, c'est un des cahiers du Rhône. Et je vais regarder si je l'ai pas. Je sais pas où ça. Bon, c'est pas grave. Je vous en parlerai peut-être après. Et donc ça, Les Chants du prisonnier, ça a été édité en quelle année? J'ai vu qu'il y en avait encore sur le site, c'est aux éditions de la Baconnière, 28 avril 1943. Et j'ai vu qu'il y en avait encore à un prix, je ne sais plus combien c'est, mais c'est vraiment, vraiment rien, quoi. C'est vraiment rien. Alors, j'avais mis un signé, mais je pense que le signé est parti. Donc, il y a eu une préface quand même de Pierre-Jean Jouve. Je ne vais pas vous lire toute la préface, mais je retrouve la page que je voulais vous lire. Voilà. Captif de ton jour et captif de ta nuit. Je sais, Jean, que tu iras une nuit de nouveau dans cette ville dont les nerfs saillaient à chaque pas, inquiets de ton enfance, qui offrait à tes yeux chercheurs, à leurs frais points d'interrogation, la pâture de ces vitrines vivantes, de ces hommes soucieux et des hanches dansantes des femmes, et grimaça peut-être à telle pluvieuse heure de ton illogique comportement. Je sais, Jean, qu'il te faudra pénétrer dans la maison sans joie pour une raison nécessaire à ton destin, et que tu perdras pour longtemps fréquentation du ciel. Les portes que tu ouvriras vers les rues s'ouvriront sur des couloirs, et les couloirs te conduiront aux escaliers, et chaque porte sera une fermeture. Et tu ne trouveras ni couleur de fleurs, ni sourire de femme, ni voix d'homme pour fortifier ton pas égaré.
Jean. Que feras-tu dans ces couloirs et dans ces escaliers et devant ces portes qui ne te joindront à rien? Et que signifie captif de ton jour et captif de ta nuit, cette fuite implacable de toute sortie? Nuit de tempête sans grandeur. Jean. Tu rencontreras les 4 patriarches dont les barbes sont comme des ruisseaux. Devant la boutique du libraire, ils seront immobiles et mélancoliques comme une rancune. Avec des habits propres et désuets, le dos tourné à tous les livres qui leur appartinrent. Mais tu attendras vainement la parole prophétique. 4 prophètes. 4 prophètes silencieux et pourtant l'avenir s'évapore dans leurs barbes blanches. Jean. La ville est grise avec ses hommes et son ciel, et son sort dangereux. Tu livreras vers des destinations inconnues à travers des voies hostiles un fardeau léger et indéchiffrable. Et là de chercher, là de ne pas trouver, il faudra bien qu'un des 4 prophètes vienne. Jean. Tu visiteras, je ne sais pourquoi, 2 femmes qui seront fraîches, rouges et vulgaires comme des coquelicots. Elles diront comme à une vieille connaissance: « Ah, tu viens d'Espagne ?» Pourquoi? Pourquoi, quand captif des plaines de l'Est, et captif des murs de briques dans les plaines de l'Est, tu reviens avec ton âme sablonneuse et des lianes de vieillesse agrippées à tes cheveux? Et tu diras à Jean: je reviens de guerre. Mais tu sais bien que durant 2 ans, et cependant que les tenanciers de la mort fauchaient encore les champs de vie du monde, tu écoutais immobile derrière les barrières gardées. Homme exclu de la mort et de la vie. Que c'est difficile, que c'est difficile. Ô Jean, mon captif tiède d'usure, tu n'as même pas assisté au départ de ta jeunesse quand elle lia avec des cheveux noirs sournoisement volés à ta tête. Le reste de ta fraîcheur, le reste de ta ferveur et de ta joie d'entreprendre est parti sans laisser d'adresse, comme une amante fatiguée de toujours réconforter. 27 mai 1942, image de l'homme immobile, et le titre donc captif de ton jour et captif de ta nuit. Voilà, waouh, c'était splendide. Enfin, Jean Garamond, c'est très très beau. Un piquet-lu. Alors, piquet-lu, je prends le bouquin. Oh, l'étagère, il faudrait que je la remplisse parce qu'elle s'est vraiment vidée. Depuis le début que je fais le piquet-lu, on voit les bouquins qui glissent comme ça. Donc, je lis un extrait, si vous trouvez, soit l'auteur, soit le titre du livre. Alors, la semaine dernière, c'était Victor Hugo, et vous n'avez pas trouvé, mais voilà. Je vous envoie un livre, mais voilà. Pas obligatoirement celui que je suis en train de lire. On voit ensemble ce qui vous plaît. Roussit la terre, rabougrit les pousses que la poussière étouffe. C'est la pierre crue, au goût de fer et de mazout. C'est l'ortie qui nous remplit la bouche. C'est la racine d'amertume et l'épine d'acacia. Qui encore? Les jardins ont mis leurs gants de givre aux clochettes rouillées. Absence, absence, j'épelle le rien, j'annonne. Ici, là-bas, de moi à moi, chancelante syllabes, et glisse les chevelets folies entre mes doigts livides. Alors, n'hésitez pas à faire des propositions, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de Mahmoud Darwich. Et puis, j'en ai reparlé avec mon amie Jacqueline, qui évidemment l'avait rencontré. Voilà. Qui est-ce qu'elle n'a pas rencontré? Je ne sais pas. Et donc, dans cette collection, je vous avais lu... bien dans la collection... je ne sais plus, mais bref, ça c'est l'anthologie 1992-2005, 2005, donc aux éditions Babel, en édition bilingue, et poème traduit de l'arabe, Palestine, par Elias Sambar, choisi et présenté par Farouk Mardam Bey.
Ciel bas. C'est un amour qui va sur ses pieds de soie, heureux de son exil dans les rues. Un amour petit et pauvre que mouille une pluie de passage, et il déborde sur les passants. Mes présents sont plus abondants que moi. Mangez mon blé, buvez mon vin, car mon ciel repose sur mes épaules et ma terre vous appartient. As-tu humé le sang du jasmin indivis et pensé à moi? Attendu en ma compagnie un oiseau à la queue verte et qui n'a pas de nom? C'est un amour pauvre qui fixe le fleuve, et il s'abandonne aux évocations. Où cours-tu ainsi, jument de l'eau? Sous peu, la mer t'absorbera. Va lentement vers ta mort choisie, jument de l'eau. Étais-tu mes deux rives lorsque le lieu était tel qu'il se devait d'être, léger, léger pour tes souvenirs? Quelle chanson aimes-tu? Quelle chanson? Celle qui chante la soif de l'amour ou celle qui chante le temps révolu? C'est un amour pauvre et non partagé. Calme, calme, qui ne brise pas le verre de tes jours dévolus, ni n'attise le feu d'une lune froide dans ton lit. Tu ne devines pas sa présence, si, à sa place peut-être, une obsession te fait pleurer. Tu ne sais ce que tu ressens lorsque, de tes bras, tu n'enlaces que toi. Quelle nuit désires-tu? Quelle nuit? Et de quelle couleur sont ces yeux dont tu rêves lorsque tu rêves? C'est un amour pauvre et partagé qui réduit le nombre des désespérés et hisse le trône des colombes sur les deux côtés. À toi de conduire ce printemps rapide vers ceux que tu aimes. Quel temps désires-tu? Quel temps? Que j'en sois le poète? Ainsi et ainsi. Chaque fois qu'une femme s'en va au soir vers son secret, elle trouve un poète marchant dans ses obsessions. Et chaque fois qu'un poète va au plus profond de lui, il trouve une femme se dénudant devant son poème. C'est beau, hein? En fait, je me suis dit, j'ai eu un problème avec ce livre parce que ça m'arrivait avec plusieurs autres, mais pas beaucoup. Je trouve ça tellement incroyable que j'ai envie de tout lire. Mais il y a, on doit respecter le droit d'auteur. Et donc, on a un certain pourcentage de textes qu'on peut lire par rapport au nombre de pages. Voilà. Par contre, si ça peut vous inciter à soit lire un petit peu plus Mahmoud Darwich, soit à le découvrir, c'est vraiment magnifique. Ici, sur les pentes des collines, face au couchant et à la béance du temps, près des vergers à l'ombre coupée, tels les prisonniers, tels les chômeurs, nous cultivons l'espoir. J'aurais envie de laisser un peu plus de silence entre chaque poème. Je trouve que la poésie, ça demande aussi du silence. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, j'arrête pas de parler, en fait. Un pseudo-orientaliste. Que ce que tu crois soit. Supposons que je sois stupide, que je ne joue pas au golf, que je ne comprenne rien à la technologie, et que je ne sache piloter un avion. Est-ce pour cela que tu as pris ma vie pour confectionner la tienne? Si tu étais autre que toi, si j'étais autre que moi, nous serions deux amis qui reconnaissent leur stupidité. Le sot, comme le juif du marchand de Venise, n'a-t-il pas un cœur, du pain et des yeux pour pleurer?
puis je vous en ai un petit dernier pour aujourd'hui. Santé. Un peu de café. Nos tasses de café. Les oiseaux. Les arbres verts, aux ombrages bleus et le soleil qui saute d'un mur à l'autre, telle la gazelle. L'eau des nuages aux formes infinies, dans ce qui nous reste de ciel, et d'autres choses encore dont le souvenir est remis à plus tard, montrent que ce matin est fort, resplendissant, et que nous sommes les hôtes de l'éternité. Voilà. J'espère que vous aussi vous êtes des hôtes de l'éternité. Je vous lis un petit extrait du Piquet-Lu. 7 coups, 7 silences, le proche au lointain se rive. 7 secousses fixent la lumière sur les sables de la nuit, avant que ne s'ouvre, engourdie, la bouche mauve des giroflées. Très très beau. Voilà. Alors, avant de vous lire Yves Voland, je vous ai dit combien je suis abasourdi par ce livre. Et là, je suis en train de lire Dostoïevski, donc L'Idiot. Et ça me permet de comprendre un petit peu plus le Voland. Et je suis complètement retourné par ce livre. J'ai bien du mal à sortir de ça. Allez, on va piquer dans les Segers. Vysotsky. Je vous en ai déjà parlé. Pour moi, Vysotsky, ça a bercé toute une période de ma vie. Ses chansons, enfin, je les écoute souvent. Entre autres, quand je fais de la correction. Il y a une puissance dans Vysotsky qui me pousse, ouais, je trouve ça assez génial. Quand je reste toute la journée à travailler derrière l'écran, Vysotsky, c'est vachement bien. J'ai les traductions également, le livre en bilingue de Marina Vladi, avec, elle m'avait mis un petit mot aussi, les chansons de Vysotsky, enfin les poèmes de Vysotsky, et les traductions. Si vous avez l'occasion, allez écouter ce poète, parce que l'entendre chanter en russe, bon, après c'est bien d'avoir les textes en français si on ne comprend pas le russe comme moi. Mais voilà. Les pleurs de Maria. Maria, dans le puits, pourquoi ne t'es-tu pas jetée? Pourquoi n'es-tu pas devenue muette à jamais? Quand ils t'ont pris pour l'armée de ton bien-aimé, quand ton promis sous l'uniforme s'en est allé. Je laverai ma chambre de mes larmes amères, et je fermerai ma porte pour de longues années. Je pencherai sur le lac comme un saule éploré, et comme un miroir, j'y lirai ta destinée. L'herbe tendre, l'herbe folle à la sève de menthe, sans toi se brise sous le souffle des vents. Ton destin de soldat, enfant de la guerre, comme deux trous rouges qui te bercent le flanc. Par les prés, je foulerai le sentier égaré, et je tresserai pour moi la couronne des mariés. Ma natte de fiancée flotte jusqu'à mes pieds. Toujours, je la garderai pour mon bien-aimé. On saisira mon anneau dans la coupe blanche, la ronde tourbillonnera gorgée de mélancolie. Que la prophétie en réalité se change, et qu'un jour de printemps revienne mon promis. Chante ton retour avec ta gaieté de jadis, de ta voix douce et lisse, console-moi. Une vie de fiancée est un remous d'abîme. Ta Mariouchka t'attend. Allons, dépêche-toi. 1974, Les pleurs de Maria, de Vladimir Vysotsky, donc, qui avait été écrit par Jean-Jacques Marie. Cette collection Segers que j'aime tant. Je ferai une autre. La balade de l'enfance.
Ma mémoire bornée se rappelle vaguement l'heure précise de ma conception. Mais je fus conçu dans le vice de la nuit, et j'apparus au monde à l'heure dite. Je naquis sans tourment et sans haine. 9 longs mois ne font pas une année. Dans ce ventre, j'ai purgé mon premier terme, et je n'y ai rien trouvé de bon. Merci à vous, les pontifes, vous qui avez moqué et raillé l'idée soudaine qui poussa mes parents à m'engendrer. Dans ces temps éloignés, tant qu'asiles légendaires où des condamnés éternels traînaient en long convoi. On les chopait la nuit même de leur conception, et beaucoup plus tôt encore. Et ainsi vit la confrérie et toute la compagnie. Vite, pensée pétulante, vite, parlez, strophe chérie, parlez. J'ai reçu ma première liberté par l'ordre de l'année 38. Si j'avais su qui traînassait ainsi, je me serais vengé de cette canaille. Mais je naquis, vécu et survécu, maison du bout, Merchantskaya. Adossés au mur, collés à la paroi, plantés derrière la cloison, la voisine et sa voisine descendaient vodka sur vodka. Chacun vivait au même niveau, modeste dans ses 38 chambres alignées le long du couloir, avec pour tous un unique cabinet. Ici, nos dents claquaient à l'unisson. La douillette n'avait rien de douillet. Ici, j'ai pris la plus réelle des leçons. J'ai appris la valeur du copec. Ma voisine ne craignait pas la sirène. Ma mère s'y était vaguement habituée, et moi, campé sur mes 3 années, je crachais sur les alertes aériennes. Tout ce qui tombe du ciel ne vient pas de Dieu. Les gens éteignaient les bombes incendiaires, et moi, des hommes du front, petit auxiliaire, je traînais mon panier percé, empli de sable. Le soleil tapait à grands coups, et à travers les trous du toit illuminait Evdokim Kirilitch et sa voisine Gissia Moisseyevna. Et comment vont tes fils? Disparus sans laisser de traces. Ah, Kiosia, nous formons une seule famille. Vous avez aussi souffert. Vous avez payé cher aussi. Et vous êtes ainsi russifiés. Les miens ont disparu sans trace, les tiens sont déportés sans crime. J'ai quitté l'ange Zététine. J'ai vécu sans oubli, sans abandon, abondamment traité d'avorton. Et pourtant, je suis né à terme. J'ai tenté d'arracher le camouflage. Les prisonniers défilent et nous tremblons. Nos pères et nos frères à la maison sont revenus dans la leur et celle d'autrui. Tanzina porte une jupe ornée de têtes de dragon et de serpents. Le père de mon ami, Vovtych Popov, est de retour, bras chargés de trophées. Japon riche en butin, Allemagne riche en butin, voici venir enfin le pays de Limonia, le vrai royaume de Valissonia. À la gare, j'ai empoigné les galons de mon père comme des brimborions, pendant que les civils de l'arrière dévalaient en longues files. Ils scrutaient, se reprenaient, s'enivraient, puis dessoulaient. Celles qui avaient attendu pleuraient, celles qui n'avaient pas attendu sanglotaient. Le père de Vitka partit creuser le métro. À notre question « Pourquoi ?», il a répondu « Les corridors débouchent sur une impasse, les couloirs t'emmènent en pleine lumière. » La prophétie paternelle n'est pas tombée dans l'oreille de Vitka et de son copain. Il est passé tout droit de notre corridor domestique au couloir de la prison. Il avait toujours été une grande gueule. Collé au mur, il répète encore non. Il passa semblable à un corridor et finit pareil à une impasse. Les pères ont leurs idées, et nous déjà, nous jetions sur la vie le regard de notre indépendance. Nous avons tous, à tout âge, discuté jusqu'au sang. Dans les caves et les combles, les gamins rêvaient d'affronter les tanks. Ils n'ont pas reçu la moindre balle, vis et pleure dans ton petit boulot, tiens-toi à carreau. Mais ils ont transformé leur lime en couteau. Et les couteaux s'enfoncent dans les poumons noirs de nicotine, jusqu'aux manches légers à la marqueterie tricolore. Les détenus au nez morveux ont troqué à tour de bras
Pour du pain, les prisonniers cheleux changeaient leurs coutelas. Ils ont d'abord joué au gage et au bonneteau avec des radins, et les romantiques sont revenus transformés en cambrioleurs. Il y eut le temps des caves bondées, une salle à faire et la baisse des prix, et les canots coururent à l'endroit fixé et finirent par couler au lieu dit. Les enfants des vieux adjudants-majors se sont hissés aux latitudes glacées, car du tréfonds de ces corridors, ils ne pouvaient que sombrer. Voilà, c'était la balade de l'enfance de Vladimir Vysotsky chez Segers. Alors, je vous donne le piquet lu. Joseph-Laure Tapie, aux éditions Empreinte, Terre battue. Magnifique poésie. Il y a un 4e de couverture qui est signé Jérôme Mézot. Terre battue, dans une langue délestée de toute grandiloquence, circule entre le versant sombre du passé et la rudesse vitale d'un lieu neuf. Toujours attachée au corps et aux matières, consciente d'épeler le rien, cette voix de chair vive place sa confiance dans la vérité vertébrale des choses dont elle ne repousse pas la menace, ni ne mystifie la beauté. Dans ces brefs poèmes, apparaît un corps qu'accroche et griffe les aspérités du jour. L'écriture lui donne un lieu exigu, un sol dégagé, où il serait loisible de pétrir tout le silence en boule, en projectile. Voilà. Joseph-Laure Tapie, Terre battue, je vous en lis un petit dernier. Entre hier et demain, je marche sur une planche vacillante, dressée par la lumière. Dessous, le vide, l'effroi des profondeurs, un monde fracturé où miroite la mémoire, lucarne dans le noir d'aujourd'hui. Voilà, Terre battue, aux éditions Empreinte, Joseph-Laure Tapie. Voilà, c'était le piquet du jour. Et puis, on va finir par un petit Segers. Allez, qu'est-ce que je prends ? Petit Nerval. Petit Nerval. Allez, qu'est-ce que je vais prendre ? De Nerval. Voilà. C'est un peu difficile de choisir dans les textes de Nerval. Je ne vous ai pas lu, parce que j'en ai lu quelques-uns. Celui-ci. Donc, chez Segers, donc là, c'était Jean Richer qui avait fait cet ouvrage. À Madame Sand. Ce roc voûté par art, chef-d'œuvre d'un autre âge, ce roc de Tarascon hébergeait autrefois les géants descendus des montagnes de Foix, dont tant d'eau excessif rendent sûr témoignage. Ô Seigneur du Bartha, je suis de ton lignage, moi qui soude mon vers à ton vers d'autrefois. Mais les vrais descendants des vieux comtes de Foix ont besoin de témoins pour parler dans notre âge. J'ai passé près Salzbourg, sous des rochers tremblants, la cigogne d'Autriche y nourrit les 1000 ans. Barberousse et Richard ont sacré ce refuge. La neige règne au front de leurs pics infranchis, et ce sont, m'a-t-on dit, les ossements blanchis des anciens monts rongés par la mer du déluge. Waouh! C'est entre parenthèses, c'est marqué texte de l'autographe. Voilà, c'est vraiment... moi j'adore. Je vais lire celui-ci. Allez, un petit dernier de Nerval. J'ai des idées de poètes à vous lire. Je prends ça tout de suite. Je trouve qu'on a de la chance d'avoir du livre imprimé, de pouvoir trouver ces poésies. On a juste à bouger le bras, c'est assez génial quand même. Voilà. Une femme et l'amour. Une femme et l'amour, la gloire et l'espérance. Aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé, elle élève le cœur et calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilée. Courbé par le travail ou par la destinée, l'homme à sa voix s'élève et son front s'éclaircit. Toujours impatient dans sa course bornée, un sourire le dompte et son cœur s'adoucit. Dans ce siècle de fer, la gloire est incertaine. Bien longtemps à l'attendre, il faut se résigner. Mais qui n'aimerait pas, dans sa grâce sereine,
la beauté qui la donne ou qui la fait gagner. Voilà, Nerval. Allez, je vais terminer par Yves Veland. Euh, J'étais... ouais, c'est drôle, cette semaine, ça a été plein de belles choses, plein de rencontres. J'ai l'impression que ça se rouvre un petit peu. Je sais pas comment vous vivez ça pour vous. Et puis là, aujourd'hui, d'avoir deux références là comme ça, Daniel Maximin et puis l'invention des désirades au point, je vais aller regarder ce que c'est. Et puis voilà. Euh, ouais, je vous dirai pas, voilà, j'ai quelques bouquins qui me sont arrivés aujourd'hui. L'asile dans notre quotidien, euh, l'enjeu nucléaire, euh, qu'est-ce qu'il y a ouais, ça c'est pas trop, mais voilà, il y a toujours des livres qui arrivent qui sont. Je suis en train de lire aussi un bouquin qui est. Ah oui, je continue le typographe de Whitechapel. J'avoue que je suis pas vraiment emballé, mais vu que ça m'a été conseillé comme un coup de cœur, je vais vraiment m'accrocher, puis certainement que c'est génial. Et aussi, je continue Dominique Fortier, Les villes de papier, une vie de d'Emily Dickinson. Voilà, ça c'est mes lectures qui sont en cours. Euh, et puis, allez, la statue de Condillac retouchée. Donc, pour vous rappeler un petit peu ce qui se passe avec ce livre, je ne sais pas si je lirai tout, hein, je sais peut-être pas. Mais pour l'instant, j'ai envie de vous faire découvrir euh, ce style de Yves Veland et cette ouverture, ce travail autour des sens, en fait. Euh, Puisque Condillac avait fait entre autres un traité des sens. Mais c'est aussi beaucoup de questionnements sur l'écriture, sur l'édition, sur l'écrivain, enfin voilà. Et donc à chaque Twitch, à la fin, je lis 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de la statue de Condillac retouchée. Et toujours à la suite en fait. Hein. Donc voilà. J'ai une importante communication à vous faire. Seulement, je ne sais pas par où commencer. Je m'en doutais bien. Vous n'alliez pas vous déranger uniquement pour vous plaindre de mon garçon, n'est-ce pas? À propos du petit, il faut que je vous décrive la scène. Je n'ai pas pu tout vous raconter là-bas, voyez-vous, il y a 8 jours. Le torchon de Tille était plus fourni. C'est de ma barbe que je parle. On l'a surnommé ainsi. Les écoliers surtout. Eh bien, quand votre frère s'est mis à me traîner par la barbe, le long de la place, c'était justement l'heure où les écoliers sortaient de classe. Et parmi eux, Ilyusha. Dès qu'il m'aperçut en cette posture, il s'élança vers moi en criant « Papa, papa !» Il s'accroche à moi, m'étreint, veut me dégager, crie à mon agresseur « Lâchez-le, lâchez-le ! C'est mon papa ! Pardonnez-lui !» Avec ses petits bras, il le saisit, lui baisa la main. Cette même main qui... Je me rappelle l'expression de son visage à ce moment-là. Je ne l'oublierai jamais. Après l'événement, les écoliers se mirent à le persécuter en l'appelant « torchon de Tille ». Ce qu'il a enduré depuis qu'il a baisé la main de votre frère en lui criant « Pardonnez à papa !» Dieu seul et moi le savons. Et ainsi, nos enfants apprennent la vérité dès l'âge de 9 ans. Comment les riches l'apprendraient-ils? Ils ne pénètrent jamais ses profondeurs, tandis que mon Ilyusha a sondé toute la vérité, à la minute où il baisait sur cette place la main qui me frappait. Elle est entrée en lui, cette vérité. Elle l'a meurtri pour toujours, proféra avec passion le capitaine, l'air égaré en se frappant la main gauche de son poing, comme s'il voulait montrer matériellement la meurtrissure faite à Ilyusha par la vérité. Ce jour-là, il eut le délire et la fièvre pendant toute la nuit. Il resta silencieux toute la journée. Je remarquai qu'il m'observait de son coin, faisant semblant d'apprendre ses leçons. Le lendemain, de chagrin, je m'enivrai, si bien que j'ai oublié beaucoup de choses. Maman aussi se mit à pleurer. Je l'aime beaucoup. Alors,
de douleur, je me saoulais avec mes derniers sous. J'étais couché, ne pensais guère à Ilyusha. Et ce même jour, les gamins s'égayaient à ses dépens dès le matin. « Hé, torchon de tille !» lui criait-on. « On a traîné ton père par la barbe, hors du cabaret. Toi, tu courais à côté en demandant grâce. » Il rentra de l'école pâle et défait. « Qu'as-tu » lui dis-je. Il ne répondit rien. Impossible de causer à la maison. Dans la soirée, j'allais me promener avec lui. Il faut vous dire que, depuis quelque temps, nous allions nous promener tous les soirs par ce même chemin, jusqu'à cette énorme pierre isolée, là-bas, près de la haie, où commencent les pâtis communaux. Un endroit désert et charmant. Nous cheminions la main dans la main, comme d'habitude. Il a une toute petite main, aux doigts minces et glacés. « Papa, fit-il, papa !»« Eh bien, lui dis-je. »« Comme il t'a traité, papa. »« Que faire, Ilyusha ? » ?»« Ne fais pas la paix avec lui, papa, garde-t'en bien. Mes camarades racontent qu'il t'a donné... Pardon. Mes camarades racontent qu'il t'a donné 10 roubles pour ça. »« Non, mon petit, pour rien au monde je n'accepterai d'argent de lui. » Il se prit à trembler, me saisit la main dans les siennes, m'embrassa. « Papa, me demanda-t-il, les riches sont les plus forts en ce monde ? » Oui, Ilyusha. Il n'y a pas plus puissant qu'eux. « Papa, dit-il, je deviendrai riche, je serai officier, je battrai tous les ennemis, le tsar me récompensera, je reviendrai auprès de toi et alors personne n'osera... » Après un silence, il reprit, les lèvres tremblantes comme auparavant. « Papa, quelle vilaine ville que Lausanne. » « Oui, Ilyusha, c'est une vilaine ville. Papa, allons nous établir dans une autre, où on ne nous connaît pas. » « Je veux bien, Ilyusha. Allons-y. Seulement, il faut amasser de l'argent. » Nous nous mîmes à faire des projets d'installation dans une autre ville. Comme vous le savez, un petit garçon russe ne voit rien de plus beau qu'un cheval. Nous bavardâmes longtemps. Dieu soit loué, pensai-je. Je l'ai distrait et consolé. Mais hier, il est rentré de l'école fort sombre. Le soir, à la promenade, il ne disait rien. « Eh bien, mon garçon, comment allons-nous faire nos préparatifs ?» Je pensais reprendre la conversation de la veille. Pas un mot. « Ça va mal, me dis-je. Il y a du nouveau. » Nous arrivâmes comme maintenant jusqu'à cette pierre. Il ne disait rien et détournait le regard. Soudain, le vent se mit à bruire, le vent du sable. Il eut un élan vers moi. Ses 2 bras passaient autour de mon cou et m'étreignit. Il sanglotait, secoué de convulsions, me serrait contre lui. « Papa, mon cher papa, comme il t'a humilié. » Alors, les sanglots me prirent à mon tour, et nous étions tous les deux là, à gémir, enlacés sur cette pierre. Personne ne nous voyait alors, excepté Dieu. Peut-être m'en tiendra-t-il compte. Voilà, la statue de Condillac retouchée, l'extrait d'aujourd'hui. Écoutez, un grand merci à toutes et tous. Moi, je vous retrouve mardi. Je vais découvrir qui est Daniel Maximin et ce qu'il a écrit, et également l'invention des désirades. Merci Sonia, merci à vous, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, et puis à très bientôt. Salut! Et oui, sur le site, je mets la vidéo ce soir avec les différents liens. Je vous embrasse. Salut!